Bonjour à tous, bienvenue à ce premier webinaire via Dialogue. Donc je suis en compagnie d'Ariane Nabet-Albert, directrice Speech et IA chez Via Dialogue. Elle va globalement vous parler en 45 minutes des enjeux de l'IA dans les centres de contact. Je la laisserai se présenter brièvement juste après. Si vous avez des questions ou des réflexions, vous avez un onglet chat et questions juste sur votre gauche. Et Ariane y répondra à la fin de la présentation. Ariane, je te laisse la main. Bonjour à tous. Voilà, la caméra. Merci à tous d'être présents sur ce webinaire. Donc, nous allons parler d'IA vocale. Peut-être en deux mots pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je suis la directrice du pôle IA chez Via Dialogue. J'ai rejoint en courant 2021. Et je viens du monde de la recherche, mais ça fait donc en traitement de parole, en traitement du langage. Mais ça fait déjà une vingtaine d'années que je travaille dans l'industrie, et donc sur les applications qu'on met en production avec ces technologies-là, donc pour des services, notamment dans le monde des centres de relations clients. Donc aujourd'hui, donc la question à poser, ça va être comment l'IA vocale s'impose-t-elle dans les centres de contact. Et donc nous définirons un petit peu ce que c'est que l'IA vocale, et puis verrons pourquoi elle s'impose et de quelle façon. Donc, très rapidement, une présentation de Via Dialogue, en bref. Donc, Via Dialogue, nous sommes un opérateur télécom depuis 2004 dans le domaine de la Customer Interaction Management, donc la gestion des interactions clients avec plus de 1000 références clients, plus de 10 millions d'interactions traitées par mois. Nous avons une certification ISO 22301, donc extrêmement exigeante, nos propres infras hébergés dans notre propre cloud, avec des niveaux de qualité de service extrêmement élevés, grâce à des équipes chez nous très professionnelles sur ces sujets-là. Et donc, au sein de Via Dialogue, nous avons une entité autour du vocal, bien sûr, qui est très important dans la gestion des interactions clients. Et donc, nous avons nos propres briques d'IA vocale, qu'on appelle Via Speech. Donc, la suite Via Speech, donc avec le STT, le Speech to Text, donc la reconnaissance de parole, le NLU, Natural Language Understanding, la compréhension du langage, un gestionnaire de dialogue, bien sûr, et puis jusqu'à la synthèse vocale, le TTS, Text to Speech, donc pour boucler la boucle. Voici un petit panel de grands clients aujourd'hui qui ont choisi Via Speech pour leur déploiement. Nous entrons maintenant réellement dans le vif du sujet, l'IA vocale. Et on va essayer déjà d'un petit exercice de définition. Je pense que vous allez voir apparaître un petit sondage. Je ne sais pas si c'est dans l'onglet chat ou dans l'onglet sondage. Donc n'hésitez pas, dès que le sondage apparaît, à y jeter un œil et à répondre. Et puis on vous fera un petit retour sur le résultat de ce sondage. C'est toujours intéressant de voir un petit peu ce que vous-même et le reste de l'audience pensez de ces questions. Donc, pour continuer la présentation, donc l'IA vocale. Alors, un premier exercice de définition. L'IA vocale, c'est quoi? Bon, en première analyse, on peut dire l'IA vocale, c'est tout simplement une intelligence artificielle qui parle, enfin une intelligence artificielle à qui on peut parler et qui va être capable donc de répondre. D'où la petite chaîne ici de traitement. Vous voyez en haut de la slide, donc d'abord un signal de parole. Vous voyez sa représentation sous forme de spectrogramme, c'est-à-dire la distribution des fréquences du signal de parole, qui est très caractéristique de la parole humaine. Puis un réseau de neurones qui va nous permettre de faire la reconnaissance de parole. Aujourd'hui, c'est ça l'état de l'art. Enfin, un petit dialogue qui va faire à la fois la compréhension du langage et puis la gestion de l'interaction, des tours de parole et de dialogue pour arriver au résultat attendu par les deux interlocuteurs. Et puis enfin, pour boucler la boucle, bien sûr, la synthèse vocale, donc la réponse du système. On peut peut-être écouter quelques exemples de messages, de réponses que pourrait donner Via Speech aux appelants. Je vais essayer d'en lancer un déjà. Nous vous proposons d'exprimer simplement le motif de votre appel. C'est à vous. Voilà un petit exemple, donc avec notre propre synthèse vocale via Tone. On peut en écouter un autre. Êtes-vous déjà client chez nous? Un petit exemple, un dernier. Pour mieux vous orienter, dites-nous si votre demande concerne un contrat en cours de validation.
Voilà. Donc des petits exemples de messages qui sont vraiment utilisés aujourd'hui dans des applications en production. Alors dans la partie basse de la slide, j'ai relié, si vous voulez, ces différents blocs de traitement avec les technologies associées. Donc, pour la reconnaissance de parole, la technologie aujourd'hui, l'état de l'art, c'est bien sûr les apprentissages profonds. Mais c'est plus que ça, c'est-à-dire que la reconnaissance de parole a été, avec la reconnaissance d'image, le domaine pionnier d'apparition du deep learning, donc des apprentissages profonds, de ces fameux réseaux de neurones profonds. Et c'est pour leurs travaux, justement, en reconnaissance de parole, en reconnaissance d'image, que les 3 personnes, dont vous voyez la photo en bas, Yoshua Bengio, Geoff Hinton et Yann Lequin, ont reçu le prix Turing en 2020 pour leurs travaux pionniers sur ces sujets-là. Et bien sûr, c'est pour ça que vous voyez aussi un petit chat. Parce que même si Yann Lequin a travaillé sur un sujet qui est peut-être moins mignon, qui est la reconnaissance de l'écriture dans l'échec, sur l'échec, les petits chats, ça a joué un rôle quand même dans les débuts de l'IA, dans la médiatisation de l'IA et du deep learning, puisque Google avait lancé justement une IA pour catégoriser en aveugle, si on veut, les vidéos YouTube, et avait découvert tout seul, spontanément, la notion de petit chat. C'est-à-dire que un certain nombre de vidéos avaient été rassemblées ensemble en disant, bon, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais ces vidéos, elles vont ensemble. C'est sûr qu'elles vont ensemble. Et c'était que des vidéos de petits chats. Donc là où il y a de l'IA, il y a des petits chats. Donc ça, c'est le premier point. Donc bien sûr, la reconnaissance vocale, deep learning, réseau de neurones profonds. Le deuxième jalon que j'ai marqué, donc 2017, c'est l'avènement des transformers, qui aujourd'hui sont l'état de l'art incontesté pour tout ce qui est traitement du langage naturel. Donc traduction automatique, compréhension du langage, traitement du langage, génération, etc. Dans toutes les évaluations internationales, ce sont les systèmes à base de transformers qui remportent le gros lot. Vous avez les petites images là, de Berthe et Elmo que vous avez peut-être vu enfant à la télé, ça dépend de quelle génération vous êtes. Moi, je les ai vus. Et Berthe et Elmo, ce sont les noms qui ont été donnés aux premiers gros systèmes à base de transformers qui ont commencé à avoir des très très bonnes performances en traitement du langage naturel et qui sont toujours utilisés aujourd'hui. Donc bien sûr, notre module aussi de compréhension du langage naturel est basé sur ce type de technologie. Le dernier jalon qui est marqué ici, 2018, c'est l'émergence des waveGAN. Alors les GAN, ça existe depuis un peu plus longtemps. Les GAN, c'est les réseaux antagonistes génératifs. Donc c'est l'idée de mettre l'un contre l'autre 2 réseaux de neurones profonds et de les mettre en compétition. Donc un des réseaux de neurones va essayer de générer des images réalistes, et l'autre le critique va essayer de détecter est-ce que cette image est artificielle ou naturelle. Et ici, pour les waveGAN, l'idée c'est qu'on a un réseau qui essaie de générer de la parole naturelle, de la parole réaliste, et l'autre réseau le critique, qui essaie de détecter est-ce que c'est vraiment de la parole naturelle ou de la parole artificielle. Et ça permet d'atteindre des niveaux de naturel, de réalisme extrêmement élevés, c'est-à-dire qui trompent le réseau critique malgré tout son apprentissage en commun avec le réseau génératif. Donc c'est le dernier jalon qui est sur la ligne, mais évidemment l'aventure continue. Elle ne s'arrête pas du tout au waveGAN. Il y a aujourd'hui la Wave2Vec qui est aussi quelque chose de majeur dans le monde du traitement de parole, que ce soit la reconnaissance de parole, la reconnaissance des émotions, tout ce qui est traitement de bout en bout, tout ce qui est traitement auto-supervisé. Donc, disons que depuis l'émergence en 2012, la reconnaissance dans la communauté scientifique de l'importance des apprentissages profonds et du fait que ça marche vraiment, c'est vraiment un champ très fructueux qui s'est ouvert dans le monde de la recherche, avec des jalons comme ça, des tournants, de façon quand même très, très dense, très rapprochée. Donc on n'est pas à la fin de nos progrès, de nos découvertes dans ces technologies-là. Mais en tout cas, voilà l'état de l'art, voilà ce qui se fait de mieux dans ces technos. Et j'ai fini la petite timeline avec des images d'enceintes connectées. C'est pour moi un objet, quelque part, qui illustre assez bien, je pense, cette notion d'IA vocale, un objet auquel vous parlez, qui vous répond, qui semble démontrer une certaine forme d'intelligence. Alors, ça nous amène à la réflexion suivante, qui est ce que j'appelle le paradoxe de l'accueil client. C'est quoi ce paradoxe de l'accueil client? C'est que vous avez d'un côté de plus en plus de monde qui est exposé aux enceintes connectées, aux assistants vocaux. En France, par exemple, où la pénétration des enceintes connectées n'est peut-être pas si
aussi élevé qu'en Amérique du Nord, on évalue quand même, on estime quand même que la moitié des possesseurs de smartphones ont déjà utilisé l'assistant vocal. Ça représente quand même entre 16 et 20 millions d'utilisateurs en France, c'est quand même assez massif. Donc il y a cette familiarité aujourd'hui avec l'intelligence artificielle vocale, et ça ne choque personne aujourd'hui qu'un assistant vocal puisse comprendre des requêtes assez larges, assez ouvertes, comme dis-moi en quelle année a eu lieu, a démarré l'opération Barbarossa, dis-moi à la hauteur de la Tour Eiffel, ou alors des commandes qui facilitent la vie quotidienne, comme mets un chrono de 45 minutes et joue la playlist Lofi Hip Hop pour un étudiant, une étudiante qui voudrait démarrer une session de révision, par exemple, avec une petite musique un peu relaxante. Ça, c'est aujourd'hui quelque chose de très courant. Et à la fois, en face de ça, qu'est-ce qu'on a? On est aussi exposé très souvent à des accueils vocaux, à des accueils clients, qui vont continuer à utiliser de la technologie des TMF, donc la technologie à touche, et qui va commencer à dire tapez 1, tapez 2, tapez 3, pour si votre problème concerne votre téléphone, tapez 1, si c'est votre téléviseur, tapez 2, si c'est la téléphonie, tapez 3. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une telle déconnexion dans l'interaction vocale? Pourquoi d'un côté c'est grand ouvert et ça marche bien, et pourquoi de l'autre côté on se restreint à ce point-là à donner des tapés 1, tapés 2, tapés 3 qui sont extrêmement contraignants? D'autant que on sait très bien que la majorité des appelants arrêtent d'écouter des choix au-delà de 3 choix. C'est-à-dire si vous voulez faire des menus à 4, 5, 6 choix, vous avez quand même une probabilité très élevée que vos derniers choix ne soient même pas entendus par les appelants, donc ça va créer des erreurs de routage. On sait aussi que faire des menus imbriqués, chaque étape augmente le risque d'abandon, et puis ces menus imbriqués créent aussi de l'incompréhension sur la catégorie qu'il faut choisir. Où se trouve vraiment mon problème? Est-ce que je dois dire plutôt suivi, déclaration? C'est parfois assez délicat de choisir dans les choix qui sont proposés. Et alors que, dans le même temps, on sait très bien que l'expérience avec le service client est très importante et que c'est la raison numéro 1 de l'attrition. C'est la raison numéro 1 des départs de clients quand ils ont eu une mauvaise expérience, qu'ils n'ont pas réussi à avoir la réponse qu'ils attendaient du service client. Un dernier point aussi, c'est ce qu'on appelle le FCR, le First Call Resolution. Ces accueils à touche sont aussi très impactants, très dégradants pour cet indicateur de la résolution au premier appel, qui est l'indicateur qui commence à être l'indicateur phare. Autant dans les centres de contact en Amérique du Nord, c'est l'indicateur phare aujourd'hui, sans aucun doute, bien plus que la durée moyenne de traitement des appels. En France, c'est un petit peu un mix entre plusieurs indicateurs, mais c'est l'indicateur qui monte, parce que on se rend compte que l'indicateur de la durée moyenne de traitement, c'est-à-dire on essaie de traiter très vite l'appel, très bien. Généralement, de plus en plus, il devient contre-productif, puisque les demandes au centre de contact sont plus complexes. Les gens appellent quand ils ont vraiment besoin de parler à quelqu'un, parce que sinon ils l'auraient déjà résolu avec l'appli mobile, l'appli web, le forum, les facs, etc. Donc quand ils appellent, il faut les prendre, il faut les écouter. C'est peut-être des choses un petit peu complexes. Et donc, une DMT très basse peut être un indicateur que, oui, l'appel a été traité très vite, mais peut-être que le problème n'a pas été résolu, en fait. Donc, il est beaucoup plus important, finalement, de donner la bonne réponse à l'appelant et donc de mesurer ce First Call Resolution. Or, les accueils en DTMF, avec leurs erreurs de routage, vont être une catastrophe pour le FCR, puisque l'appel risque d'être envoyé vers la mauvaise personne, tout simplement. Donc, avec toutes ces raisons-là, on devrait dire, mais comment c'est possible de garder ces accueils à touche avec tous ces désavantages et ces impacts négatifs sur la qualité? Pourquoi on n'est pas déjà dans une perspective qui utilise l'IA vocale? D'autant que les responsables de la relation client ne vont pas de gaieté de cœur choisir un mauvais accueil client. Évidemment qu'ils cherchent à faire le meilleur accueil possible. Donc, c'est qu'il y a en fait des freins. Il y a des raisons objectives qui font que les responsables de la relation client peuvent avoir des questions sur le déploiement de ces technologies-là. Ils savent que ça existe, je pense, aujourd'hui. On verra si on a pu lancer le sondage, ce que ça peut donner, mais peu importe. En tout cas, les responsables de la relation client, ils vont poser des questions qui sont pertinentes. Ils vont dire, attendez, ok, on sait que quand on a un accueil à touche, les gens vont taper sur les touches. Mais si on leur déploie un accueil
en langage libre, en langage naturel, est-ce que les gens vont vraiment s'exprimer? Est-ce qu'ils vont parler à ce type d'accueil? Peut-être qu'ils seront gênés, ils ne voudront pas. Ça, c'est une première question. Ensuite, deuxième question, est-ce que cet accueil va être inclusif ou est-ce qu'il va être réservé uniquement à des gens super technophiles qui sont hyper à l'aise avec les enceintes connectées, les assistants mobiles, et on va laisser de côté tout un pan de la population qui ne saura pas interagir avec ces accueils. Troisième question qu'on peut entendre, c'est bah oui, mais qu'est-ce que ça va faire de plus que le DTMF? Prouvez-moi que ça fait mieux et plus que le DTMF. Et est-ce que c'est rentable? Parce que bien sûr, le DTMF est parfois perçu comme un accueil que l'on peut déployer presque à un coût zéro, tout proche de zéro. C'est peut-être une impression quand on regarde les impacts derrière qui, eux, ont un vrai impact financier, mais il peut être perçu à court terme comme quelque chose de peu coûteux. Donc forcément, la question va se poser de la rentabilité. Qu'est-ce que ça fait de plus? Est-ce que c'est rentable? Et enfin, quatrième question qu'on entend, c'est oui, ok, maintenant, même si je suis rassurée sur les trois premiers points, il me reste un quatrième point, c'est ça se met en place comment? Qui me dit que ça sera un succès? D'accord, les enceintes connectées, Siri, Alexa, etc., ça a l'air de marcher, mais ces sociétés-là ont investi beaucoup de temps et d'argent pour avoir des accueils vocaux qui marchent bien. Alors, qu'est-ce qui me dit que moi, entreprise qui met ça en place pour mon accueil client, qu'est-ce qui me dit que j'aurai quelqu'un qui sait mettre ça en place et qui sait atteindre ces bonnes performances? Il y a une seule façon de répondre à ces questions et de répondre à ces freins, parce que c'est des questions pertinentes. C'est de répondre avec les leçons du terrain, avec ce qu'on a vraiment vu dans notre expérience, dans des accueils vocaux déployés auprès de clients et de vrais appels. Donc, Via Dialogue a la chance d'avoir un recul assez important sur ce sujet-là, avec des accueils vocaux langage naturel basés sur ces technologies, ces services depuis un certain temps, avec des volumes importants, 40 millions d'appels par an, 100% de flux déployés, c'est-à-dire vraiment des accueils qui ne sont pas juste sur des petites niches de numéros ou de sujets, mais qui sont vraiment des accueils, l'accueil numéro unique ou l'accueil principal de l'ensemble des appels clients. Et alors, évidemment, depuis que nous déployons ces accueils Langna, depuis que nous équipons ces accueils en langage naturel, nous en avons tiré des leçons. Alors, quelles leçons avons-nous tiré? Leçon numéro 1, eh ben, les appelants parlent aux bots. D'accord? On s'était posé la question, mais est-ce que les gens vont pas être coincés, etc. C'est pas le cas. Au contraire, l'accueil, on le verra, est plus favorable qu'aux accueils des TMF. Il y a plutôt moins d'abandon. Et les gens vont parler. Certains vont utiliser des mots-clés, des mots très simples. D'autres vont vraiment s'exprimer de façon plus naturelle. On peut écouter certains de ces énoncés, qui sont des énoncés qu'on a glanés, un peu neutralisés, mais que l'on a glanés auprès de nos accueils déployés aujourd'hui. Donc, on va les écouter. Je veux assurer mon véhicule de remplacement. Voilà un exemple. Je veux savoir si le dernier document que j'ai envoyé a été enregistré. Je vous appelle au sujet de mon contrat parce que je voulais prendre une nouvelle option. Gestion contrat. Voilà, donc un petit panel. Donc là, qu'est-ce que vous avez vu? Il y a des demandes qui peuvent être courtes, gestion contrat. Il y a des demandes qui peuvent être très longues, avec des hésitations, des disfluences, des accents éventuellement. Certaines des demandes sont extrêmement précises. Je veux assurer mon véhicule de remplacement. Donc là, va permettre normalement de gagner énormément de temps dans la gestion du dialogue et de la demande. Ou aussi, je veux savoir si le document que j'ai envoyé a été enregistré. Et c'est typiquement des demandes qui ne seraient jamais proposées dans un premier menu des TMF. Voilà, ça c'est des choses qui arriveraient peut-être au troisième, mais qui vont être difficiles à prendre en compte dans un menu des TMF. Donc voilà, la première leçon, les gens parlent. Voilà. Deuxième leçon, on s'était posé la question des gains, de la rentabilité. Eh bien, ce qu'on observe aujourd'hui dans les accueils vocaux langage naturel qu'on a déployés, qu'on a vu déployer auprès de nos grands clients, c'est que les gains sont importants et qu'ils sont immédiats. Alors pourquoi? Le routage, la précision du routage est aujourd'hui sur nos accueils généralement autour de 97%. Ça peut varier d'une application à l'autre, mais on maintient ce niveau de qualité-là. Donc 97%, si vous voulez, d'intentions bien reconnues. Les intentions qui sont effectivement détectées. Donc sans surprise, ça va diviser par 3 la nécessité de retransfert d'appel, c'est-à-dire une fois que vous avez envoyé vers un pôle de compétences de conseiller, ce pôle de compétences généralement est le bon. Donc ils ne vont pas avoir besoin de dire à l'appelant « Ah non, alors ça c'est pas chez nous, attendez, je vais vous passer un collègue » ou « Ah non, il faut que vous rappeliez et que vous disiez autre chose ». Donc ça, c'est un premier impact énorme, divisé par 3.
Et ça, c'est évidemment plus agréable pour l'appelant, c'est plus agréable pour le conseiller. Et en plus, vous avez aussi du temps de gagner, puisqu'on considère qu'un retransfert vers un collègue ou vers l'accueil prend au moins 10 secondes quand même par conseiller pour dire il va pas juste raccrocher au nez, si vous voulez, de l'appelant, donc il va lui expliquer. Et donc, c'est du temps complètement perdu, gaspillé du conseiller juste pour retransférer vers quelqu'un d'autre, en n'ayant rien fait. Donc ça, c'est un impact très important en qualité, en finance. Autre point, ce qui est lié, c'est ce fameux indicateur de FCR, donc First Call Resolution, résolution de premier appel. C'est évidemment corrélé. On observe dans les accueils vocaux langage naturel équipés par nos solutions que le taux d'appel traité par le premier conseiller, donc ça veut dire, augmente généralement autour de 30%. Ça peut être plus, ça peut être moins, mais c'est à peu près autour de ce chiffre-là. Et enfin, un autre point intéressant pour nos clients qui connectent, si on veut, cet accueil langage naturel avec certaines branches de dialogue entièrement automatisées en self-service pour certains types d'appels, certains types de demandes qui sont automatisables. On observe un gain très important, une augmentation très importante de la détection de ce motif-là et donc de l'automatisation du self-service qui va pouvoir être mise en place. Vous pouvez très bien avoir dans les appels une majorité d'appels qui doivent être traités par les conseillers, peut-être 10%, 20%, qui peuvent être entièrement automatisés, qui sont des demandes de routine. Réussir à détecter, si vous voulez, ces aiguilles dans la botte de foin, c'est un petit peu ce que va permettre l'accueil langage naturel, sans déranger l'ensemble des appelants, les laissant s'exprimer naturellement et en orientant uniquement les appelants concernés vers le self-service. Voilà ce qu'on observe, et ça, bien sûr, tous ces indicateurs-là sont liés à des gains immédiats en qualité, en rentabilité. Enfin, leçon numéro 3, il y avait la question de l'inclusion. Est-ce que ça va pas laisser de côté une grosse partie de la population qui ne saura pas interagir avec cet accueil? C'est pas ce qu'on observe. Aujourd'hui, on peut se poser la question, mais il y a des gens qui vont avoir des accents. D'abord, il y a les accents du sud, les accents du nord, de l'est, de l'ouest, mais aussi des accents étrangers. Comment ça va se passer? Il y a des personnes qui parlent avec leur façon à elles. Eh bien, aujourd'hui, ces accents, ces diversités d'élocution sont prises en compte dans nos modèles neuronaux de reconnaissance vocale, de transcription de la parole, et on est autour de 93% de recours. Ça peut être entre 92-95%, ça dépend des accueils, mais on garantit toujours ce niveau-là de précision dans nos accueils vocaux langage naturel. Et donc, ça veut dire qu'on les prend en compte. Et en plus, il y a des dopages ensuite qui sont faits régulièrement. Et donc, ces accents sont aussi renforcés. S'il y a beaucoup d'accents, un peu plus d'accents dans un certain accueil que dans un autre, ce sera pris en compte dans le dopage acoustique. Et donc, ça, ce n'est pas un frein bloquant. Bien sûr, c'est 93%, c'est pas 100%. Je vous dis pas que c'est 100%. Il y a forcément des cas où le système ne reconnaîtra pas. Parce que il y avait trop de bruit de fond, parce que ça s'écartait trop de son modèle, de l'habitude qu'il a des énoncés. Bien sûr, ça peut arriver. Mais on est à des taux très élevés. On ne peut pas dire qu'on exclut un pan important de la population. Le taux de traitement des appels aussi est très élevé, c'est-à-dire qu'il y a peu d'abandon, il y a peu de gens qui décident de ne pas jouer le jeu, si on veut. Donc 95% d'appels traités, c'est énorme, donc une bonne partie sont extrêmement bien qualifiés, et d'autres sont envoyés tout simplement vers un conseiller, disons généraliste. Le taux d'abandon a été divisé par 2 par rapport au DTMF. Donc voilà, ça répond à la question. Ce n'est pas moins inclusif que le DTMF, c'est beaucoup plus inclusif que le DTMF. Et enfin, il y a un impact évidemment sur la durée. La qualification va se faire beaucoup plus vite. On ne va pas avoir besoin de passer par 2-3 menus DTMF. Donc, il peut y avoir des petits tours de parole de qualification, de vérification, mais c'est quand même beaucoup plus rapide. On observe généralement un gain entre moins 30% de durée, moins 40%. Ça dépend un petit peu comment sont gérés aussi les messages, mais c'est de cet ordre d'idée-là, donc c'est aussi plus rapide. Enfin, la dernière leçon, c'était pour répondre au dernier point qui était oui, mais d'accord, mais comment ça va se mettre en place? Tout le monde n'est pas Amazon ou Apple. Saurons-nous avoir notre assistant vocal, notre accueil vocal au bon niveau de qualité? Donc la réponse est que c'est possible. Et bien sûr, il y a des facteurs clés de succès pour ça. Les facteurs clés de succès que remontent nos équipes. J'ai fait mon petit sondage auprès de nos propres praticiens de projets vocaux. Et ce qu'ils ont remonté de façon assez unanime, c'est que le premier facteur de succès, c'est d'abord une bonne définition des objectifs. Ça, je dirais que c'est assez général pour n'importe quel projet. Le premier facteur de succès, c'est bien définir vos objectifs. Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi. Donc, quel est le service visé? Qu'est-ce qu'on veut offrir aux appelants de nouveau? Qu'est-ce qu'on veut offrir aux conseillers de nouveau? Qu'est-ce qu'on veut offrir à la marque?
D'accord? Et donc, quels sont les gains qu'on veut offrir à ces différents acteurs? Et c'est très important de les définir très en amont et que ça serve de fil rouge. Deuxième facteur clé de succès, la méthodo, les outils, la techno. La méthodologie d'abord. Donc, on sait comment gérer ce genre de projet. Il faut être client-centrique, data-centrique. Il faut des ateliers et des ateliers outillés avec les bons niveaux d'outils. Et bien sûr, les technos derrière, des technos maîtrisés. Là, pour le coup, nous avons notre propre stack technologique. Et alors, c'est quoi ces ateliers? Ça nous amène au troisième facteur clé de succès, c'est la co-design, si on veut, la co-fabrication du modèle NLU, de Natural Language Understanding. Donc là, c'est quelque chose que nos équipes projets font avec le métier. Et non seulement le métier, mais vraiment avec, on va aller rechercher des personnes qui sont en contact direct avec les clients, les conseillers, les téléconseillers du centre de contact, les agents des agences physiques, etc. Parce que ce sont eux qui ont cette connaissance de première main des demandes clients, et ce sont eux qui vont le mieux co-construire avec nous le modèle de compréhension du langage et le modèle de dialogue et de routage bien qualifié des demandes. Enfin, un autre facteur clé, bien sûr, c'est l'implication d'un sponsor. C'est très très bien si le sponsor du projet peut même introduire et clôturer les ateliers. C'est quelque chose de très apprécié, même si c'est pas obligé à chaque atelier, mais c'est quelque chose qu'on observe, qui a un impact très positif. Et enfin, dernier facteur clé de succès qui est très important. Alors, je dirais que c'est un peu vrai pour tous les projets. Oui, il faut du suivi, de l'évaluation. Mais là, ça a un sens un peu, disons, très précis, hein, suivi-évaluation, c'est-à-dire que après la mise en production, post-production, c'est vraiment évaluer ce qui se passe, est-ce que les appels sont bien orientés, est-ce qu'il y a des choses qui nous surprennent, est-ce qu'il y a des énoncés qu'on n'avait pas attendus, des demandes qui n'étaient pas attendues, et ne pas hésiter à améliorer, à déployer un modèle modifié, etc., jusqu'à atteindre vraiment un bon niveau de performance. Toutes les performances que je vous ai données sont nos vraies performances. Elles sont obtenues aussi parce que c'est cette méthodologie-là qu'on met en place. Et ensuite, à plus long terme, l'amélioration continue, c'est très important parce que il faut vérifier qu'il n'y a pas de dérive, qu'il n'y a pas de perte, de dégradation de la qualité, et puis surtout que le système continue à comprendre les demandes qui peuvent évoluer dans le temps, évidemment. Il y a des nouveaux produits, il y a des nouveaux contextes, des nouvelles offres. Les demandes des clients peuvent évoluer. C'est très important d'avoir aussi un process d'amélioration continue sur les différents modèles. Donc, le service de langage naturel. Alors, j'espère qu'avec ces différentes leçons, ces 4 leçons, j'espère avoir répondu aux différents freins qu'on avait listés au départ et qui sont des questions, des freins tout à fait légitimes que peuvent se poser les responsables de centre de contact, les responsables de relations clients. J'espère que ça y répond bien. Donc, normalement, à ce stade, vous êtes convaincus qu'il faut déployer des accueils locaux en langage naturel. C'est faisable, c'est rentable, c'est garanti, et ça sera mieux pour l'entreprise, pour l'appelant, pour le conseiller. C'est évident. Mais je ne veux pas passer sous silence quand même le fait que ces technologies peuvent avoir des limites. Donc, allons-y et n'hésitons pas. Regardons ensemble quelles sont les limites de l'IA vocale. Alors, première limite, on peut se poser la question, est-ce qu'il restera toujours des erreurs de reconnaissance ou de compréhension? Est-ce que le système fera toujours ce type d'erreur? La réponse est oui, il y en aura toujours. Et je vous dirais que dans les interactions même humain-humain, il peut y avoir des quiproquos. On peut parfois se tromper, on fait un peu comme le système, on a nos attentes sur ce que va dire notre interlocuteur et on est persuadé d'avoir entendu ce qu'on voulait entendre, alors que la personne a dit quelque chose de différent. Ou alors on commence à parler les deux en même temps. Alors on s'interrompt, on s'entend pas, on a du mal à se resynchroniser. Donc même dans les dialogues humain-humain, ce sont des choses qui peuvent arriver, des quiproquos, des incompréhensions, des erreurs de reconnaissance ou d'interprétation. Et bien sûr, le système peut faire ce type d'erreur. On n'arrivera jamais à les éradiquer complètement. En revanche, comme sur le modèle, si on veut, d'interaction humain-humain, qui, malgré ces quiproquos, ces incompréhensions, fonctionne plutôt bien, l'idée, c'est aussi de faire fonctionner plutôt bien le dialogue avec l'IA vocale en utilisant des bonnes pratiques d'ergonomie, de gestion du dialogue, de gestion des erreurs, etc. Et c'est ce qu'on fait. Deuxième limite. Y a-t-il un risque de confusion avec un interlocuteur humain? Alors ça, c'est une
c'est une question qui est soulevée aujourd'hui même au sein de la communauté des praticiens, si vous voulez, de l'IA vocale, la communauté des Voice User Interaction Designers, VUI Design, se pose la question. Est-ce qu'il faut chercher à tout prix à humaniser le dialogue, à faire croire qu'on a un interlocuteur en face, ou est-ce qu'au contraire, il faut bien marquer la distance, c'est un robot, c'est un système, on n'essaie surtout pas de jouer les humains. Et c'est une bonne question. Il y a deux réponses évidentes. Oui, bien sûr, il faut pas aller trop loin dans l'humain, dans l'humanisation. Pourquoi? Parce qu'on va toucher ce qu'on appelle la vallée de l'étrange, Uncanny Valley, le concept qui avait été développé par un chercheur japonais dans les années 70, avec l'idée que humaniser un petit peu un objet avec lequel on interagit, ça peut être très bien, ça peut faciliter l'interaction. Imaginez que vous avez une maison connectée, vous avez un micro-ondes. Bon, on sait très bien utiliser le micro-ondes dans sa fonction de micro-ondes. Maintenant, imaginez qu'on vous dit que vous pouvez lui parler pour lui demander exactement le programme que vous voulez. Face à ce micro-ondes, là, cette porte de four, vous allez peut-être être un peu bloqué pour lui parler. Imaginez qu'on fait quelque chose de très simple, on dessine 2 petits yeux, une petite bouche, mais hyper simple, vraiment iconique, et ça va simplifier l'interaction. C'est tout bête, mais vous allez vous retrouver devant cette porte de micro-ondes qui a quand même des yeux, une bouche, et donc vous parlez un visage, et ça facilite les choses. Imaginez même maintenant que sur la porte du micro-ondes, vous avez carrément un écran qui peut animer le visage. Vous avez un visage qui peut être d'un petit pet ou d'un petit personnage de BD ou autre qui peut bouger, etc. Ça va faciliter l'interaction. Vous allez lui parler beaucoup plus facilement que si c'était juste une porte de micro-ondes. Donc, jusqu'à un certain point, ça facilite l'interaction humanisée. Et c'est pareil dans les interactions de dialogue vocal. Et évidemment que utiliser certains réflexes du dialogue humain-humain est une bonne pratique. Ça va faciliter l'interaction, on va pouvoir utiliser des réponses réflexes et ne pas bloquer, geler un petit peu l'interlocuteur dans quelque chose de trop formel. Donc jusqu'à un certain point, ça aide de s'appuyer sur le modèle humain-humain. Mais si on va un petit peu trop loin, si on commence à imaginer les androïdes un peu comme dans la série Real Human, donc des espèces de poupées Barbie qui à la fois sont pas complètement humains mais se comportent un peu comme des humains, ça peut créer des situations gênantes. Donc de la même façon, si vous avez un bot qui se fait complètement passer pour un humain avec un prénom, des hésitations, imaginez Google Duplex qui rajoute même dans sa voix des petites hésitations, mais comme s'il se raclait la gorge, il crée des disfluences, enfin, donc il veut se faire passer pour un humain. Si ensuite il ne comprend pas, il ne réagit pas comme un humain, et ça arrive parce qu'il va pas avoir les mêmes notions de politesse, par exemple, c'est très intéressant. Il y a des cas qui ont été enregistrés comme ça. Là, ça donne un sentiment de gêne, d'accord ? Donc voilà, sur cette question épineuse, y a-t-il un risque de confusion avec un interlocuteur humain? Donc la bonne réponse, c'est de trouver le bon niveau d'humanisation qui facilite l'interaction, mais qui ne cherche pas à tromper en fait l'interlocuteur. Le troisième point qu'on peut se poser en termes de limite de l'IA vocale, c'est y a-t-il un risque sur la confidentialité des données? Ça, c'est intéressant parce que il y a un sondage qui a montré que les utilisateurs d'enceintes connectées et d'assistants vocaux généralement avaient des très bons ressentis sur l'utilité de ces objets, sur le fait que ça leur facilite la vie, que ça leur permet même de demander des choses, de découvrir des choses qu'ils n'auraient pas découvertes autrement s'ils n'avaient pas eu cette interaction vocale. En revanche, ils remontent majoritairement ce sentiment qu'ils ont qu'il y a quand même un risque sur leurs données. Ils sont conscients que quand ils mettent un Amazon Echo au milieu du salon à la maison, il y a quand même tous les bruits de la maison, toutes les discussions de la maison qui potentiellement rentrent dans cet objet et potentiellement vont se retrouver à être écoutés quelque part dans le monde et on n'a pas trop la maîtrise de ce qui se passe. Pareil pour si vous avez Siri activée en permanence sur votre MacBook ou sur votre téléphone, parfois elle se met à décrypter ce que vous dites à un moment où vous n'aviez pas spécialement eu l'impression de l'activer. Donc il y a cette notion de risque sur la confidentialité des données qui est associé à cette IA vocale. Alors la chance qu'on a dans le monde en fait B2B, donc dans le monde des entreprises, des centres de contact, c'est que des prestataires comme Via Dialogue par exemple sont capables de fournir une très haute sécurité sur la souveraineté des technologies, la localisation des données, le traitement des données et le respect strict de la confidentialité. Dernier point sur les limites de l'IA, et ça c'est un point qui est remonté aussi très souvent, mais quel est l'impact sur la dimension émotionnelle du contact téléphonique et sur le rôle des agents? Il y a une peur qui est « Ah là, mais alors, on va remplacer tous les agents, ils vont tous être remplacés par des robots, et aussi, oh là là, ce sera plus possible de parler à des gens, on sera obligé toujours de parler à des machines. » Donc c'est évidemment des peurs qu'on entend. La réponse là, en fait, elle est assez simple, c'est que
l'IA vocale ici qu'on déploie, ces accueils en langage naturel, etc., qu'on déploie, ils sont là avant tout pour faciliter la vie des appelants, faciliter la vie des conseillers et fluidifier le contact. Il y a un fait objectif qui est qu'il y a des files d'attente. On ne peut pas, il n'y a pas un centre de relations clients aujourd'hui qui serait capable de répondre en moins de 2 secondes à tous les appels qu'il reçoit à tout moment dans la journée. C'est une donnée de base. Et donc, à partir de là, puisqu'il y a un frein à la communication directe entre le client et l'agent et le conseiller qui peut répondre à sa question, tout ce qu'on peut faire, c'est faciliter le plus possible, fluidifier le plus possible cette communication, mettre en relation des personnes qui vont pouvoir se comprendre, résoudre le problème ensemble le mieux possible, les mettre en relation en bloquant le moins possible, en mettant le moins possible de freins à la communication, etc. Et donc, c'est vraiment une question, comme on disait tout à l'heure, là, pour un facteur clé de succès, c'est l'objectif, quel service on vise. Donc là, c'est garder ça en tête. On ne vise pas simplement de jouer avec l'IA, on ne vise pas simplement de se faire plaisir en faisant des beaux dialogues autonomes, très bluffants. Non, non, on est là au service des clients, des conseillers, de la marque. Et ça m'amène à la dernière slide, qui est justement une slide de perspective. Là, aujourd'hui, je vous ai parlé essentiellement de notre tour de terrain sur les accueils en langage naturel, parce que quelque part, c'est la première, entre guillemets, anomalie qu'on a envie de régler dans les centres de contact, et dire, mais ça suffit d'utiliser ces technologies anciennes, et qui marchent mal surtout, mettons en place ce qu'on sait faire aujourd'hui, et qui marche très très bien, qui est très rentable. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis beaucoup focalisée sur les SVI, les serveurs vocaux interactifs en langage naturel, donc accueil vocaux en langage naturel. Mais en réalité, l'IA vocale peut rendre beaucoup d'autres services. Et l'IA langagière, l'IA conversationnelle, peut rendre beaucoup d'autres services sur l'ensemble de la chaîne de communication entre le client et l'entreprise. Donc que ce soit animer des branches, si on veut, d'automatisation, donc en mode callbot, donc aller au-delà simplement de la qualification d'appel, mais résoudre vraiment, dans certains cas, automatisable, la question, la demande du client. Ça peut être aussi pour aider l'agent, une fois qu'il a eu le client en ligne, et lui faciliter certaines tâches, lui faciliter la vie. Là encore, toujours dans un objectif de fluidité et de gain, d'efficacité pour l'agent, sans le remplacer. Et puis, en fin de chaîne, bien sûr, c'est aussi tout ce qu'on peut offrir en termes de supervision augmentée, de quality monitoring, donc d'analyse, speech analytics, donc d'analyse de la qualité, d'amélioration continue pour le centre de contact, de ce qui se passe concrètement dans les interactions clients. Voilà, je pense que j'en ai fini. Bien sûr, on pourrait encore passer beaucoup d'autres webinaires à parler de chacun de ces sujets-là. Et peut-être ce sera le cas au fil de cette année. Mais nous arrivons à la fin de ce premier Via Dialogue Talks et je vous invite bien sûr à poser vos questions et j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Merci Ariane. On a une petite, enfin c'est pas une question, mais c'est une petite réflexion de Ludovic Michelet. Je ne sais pas si tu la vois sur la reconnaissance des émotions, si tu peux en dire. J'adore cette question. Alors là, c'est gentil, et merci du fond du cœur. Alors, oui, c'est vrai. C'est un sujet très intéressant, la reconnaissance des émotions. Donc, la question, je vous la lis. Bonjour, où en êtes-vous sur la reconnaissance des émotions? Donc, je suis en retard, peut-être on avait parlé des 5 premières minutes, merci. Alors, donc, non, j'en avais pas parlé les 5 premières minutes, ou si peut-être, un tout petit peu. Dans la timeline sur l'IA, peut-être je peux revenir dessus. Donc, j'essaie de retrouver cette petite timeline sur où en sont les technologies aujourd'hui. Voilà, ici. En fait, vous voyez en gris, tout au bout de la timeline, il y a Wave to Wake. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui est apparu 2020, 2021, donc qui est assez récent. C'est une nouvelle façon de traiter l'audio de façon non supervisée. Donc, on laisse la machine apprendre elle-même des patterns juste en écoutant des grandes masses d'audio. Et ça permet d'augmenter les performances de beaucoup de tâches de traitement de parole, notamment la tâche de reconnaissance des émotions, qui est quelque chose qui existe depuis plusieurs années, mais qui plafonnait un petit peu en termes de performance, qui avait du mal à faire mieux et qui généralement restait même très en dessous des performances qu'on obtenait en analysant tout bêtement, c'est pas si bête, mais tout simplement les mots prononcés, c'est-à-dire en faisant la transcription et en analysant le texte. Le texte peut donner une première idée de ce qu'on appelle l'analyse de sentiment. Est-ce que c'est un énoncé qui est plutôt positif, plutôt négatif, voilà, la tonalité du texte. Et c'est vrai que la reconnaissance d'émotions pendant longtemps restait un petit peu en deçà.
Grâce à Wave2Vec et à d'autres développements récents, c'est vrai que la détection d'émotions là a fait des progrès récemment. Et donc nos équipes travaillent activement dessus. Je suis très très contente qu'on ait la question. Et aujourd'hui, on a nos premiers protos qui commencent à donner des résultats extrêmement robustes. C'est-à-dire qu'on va être capable de reconnaître la colère, donc une émotion très négative, dans 95% des cas, 98% des cas. On travaille encore pour essayer de réduire le nombre de faux positifs, de détecter des sentiments négatifs, alors que peut-être on pourrait dire que c'est neutre. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel travaillent les équipes. Mais sur la détection de la colère, par exemple, on a aujourd'hui des performances extrêmement élevées. Et ça, c'est grâce à ces technologies-là, au travail de notre R&D. Donc, avec grand plaisir, maintenant qu'on pense que notre techno est au point, la tester en conditions réelles ou faire des POC pour regarder ce que ça donne. C'est quelque chose sur lequel on est très actif. Oui. Donc, merci pour la question. Autre question. Alors, est-on autonome pour réaliser les arbres de conversation? Ça aussi, c'est une bonne question. Ça plaît beaucoup. Alors, oui, il y a une autonomie possible. Je vous ai montré, sans la commenter tout à l'heure, une petite interface au moment des facteurs clés de succès. Peut-être je peux revenir dessus. Voilà, c'est ça. Donc cette petite interface-là, vous voyez, il y a une petite copie d'écran, une petite capture d'écran. Donc c'est notre outil Via Corpus. Donc notre outil Via Corpus, c'est l'outil qui va être la base à tous nos ateliers de co-construction du Natural Language Understanding. Cet outil-là va permettre non seulement de fabriquer la détection d'intention, de tuner la détection d'intention, mais va permettre également de définir les arbres de dialogue. Vous avez un onglet et vous allez voir apparaître les arbres de dialogue. Et certains de nos clients qui sont assez avancés ont été formés pour modifier eux-mêmes les arbres de dialogue qu'on leur a livrés. D'accord. Bien sûr, ensuite, il faut faire attention aux bonnes pratiques, il faut bien tester, ne pas modifier de façon chaotique des arbres de dialogue qui auraient été d'abord très bien pesés, très bien pensés. Mais oui, c'est possible. L'outil le permet. On a formé des clients, on a déjà des premiers clients qui sont autonomes sur cet aspect-là. Merci Ariane. Dernière question. Utilisez-vous vos propres technologies ou celles d'un fournisseur cloud extérieur? D'accord, merci pour la question. C'est vrai que il y a des grands fournisseurs qui poussent très fort aujourd'hui sur le domaine. Les GAFAM notamment poussent très fort. Les Google, Amazon, Microsoft, etc. ont des technologies qu'ils ont envie de pousser. Enfin, ils ont fait le même constat, je pense que nous, sur le paradoxe de l'accueil client, et ils sont persuadés évidemment que leurs technologies peuvent apporter des plus dans les centres de contact. Et donc, ils poussent très fort sur ce sujet-là. Et donc, il y a aussi des acteurs qui vont s'appuyer sur les solutions de ces fournisseurs de services. Chez Via Dialogue, nous avons nos propres technologies. Nous avons notre stack technologique qui couvre l'ensemble de la chaîne. Notre moteur de transcription vocale, notre moteur de Natural Language Understanding, de compréhension du langage, notre moteur de gestion du dialogue, et puis notre moteur de synthèse vocale. Ça, c'est le tout dernier né de la chaîne, synthèse vocale. Et puis, on en a parlé en R&D, en lab. On a la détection d'émotions aussi qui attend juste d'être mise en production. Donc oui, c'est nos propres technos en propre. Je vois qu'il y a d'autres questions qui apparaissent. Je vois la question. Dans combien de langues votre solution est-elle capable de travailler? Ah, Philippe, tu es dur. Tu es la question piège. Alors aujourd'hui, pour être honnête, on a la plupart de nos déploiements en français. Alors, en réalité, Telespeech a un catalogue de langues très étendu. Et nous, aujourd'hui, on peut être à l'aise quand même dans un certain nombre de langues européennes. Donc, faire des systèmes en anglais, en allemand, en espagnol, en néerlandais, c'est possible. Mais de façon honnête, les grosses productions, les millions d'appels qu'on reçoit aujourd'hui sont essentiellement sur le français. Mais merci pour la question, Philippe. Alors, nous avons une question ensuite de Hervé Girardin. 97% de routage est un chiffre élevé. Est-ce que cela signifie que la détection d'intention est de 97% dès la première question ou après N questions pour affiner la demande client? On sent quelqu'un qui connaît bien le sujet. Tout à fait. Là, quand on parle d'une précision 97% au moment du routage, c'est après une ou plusieurs interactions. Il peut très bien y avoir eu des rattrapages. Des cas où la personne, dans un premier temps, n'a pas été reconnue, où il y a besoin de lui reposer la question, de qualifier sa demande. Donc, 97%, c'est in fine sur les intentions qui ont été détectées, qui donnent lieu à un routage. Quelle est la précision? Elle est bien de 97%, mais ça peut recouvrir des interactions, plusieurs étapes. Tout à fait. Merci Ariane. Alors, je pense que c'est la dernière question.
Alors, merci à tous pour votre participation. Merci Ariane pour la présentation. Donc, vous avez un petit, les coordonnées d'Ariane si vous souhaitez la contacter ou la joindre. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.